Bonjour, présentation d'une chambre froide que nous avons au lycée Luxembourg, et chambre froide qui fonctionne au CO2. Donc le but de cette première vidéo sur le CO2 est de présenter les principaux composants et de comprendre le fonctionnement d'une installation de ce type. Comme d'habitude, il s'agit d'une maquette, mais le principe est toujours le même, à savoir permettre aux élèves de découvrir de nouvelles technologies. Alors on n'est pas complètement perdu sur une installation CO2, on retrouve un compresseur avec une bouteille anti-cool liquide, et puis ce réservoir vertical qui s'appelle receveur ou bouteille intermédiaire, dont on détaillera un petit peu le fonctionnement un peu plus loin dans la vidéo. Sur la partie droite, on retrouve un variateur de vitesse pour le compresseur. Ensuite, nous détaillerons les différents composants qui sont à l'intérieur de ce groupe CO2. Et sur la partie supérieure, le ventilateur du gaz couleur. Gaz couleur qui, dans certaines conditions, a la fonction de condenseur. On y reviendra un peu plus loin. On arrive ensuite sur la gauche du gaz couleur, sur le premier évaporateur qui est fixé à l'extérieur, de façon à ce que l'installation puisse fonctionner suffisamment longtemps et ne pas atteindre une consigne trop rapidement. Le deuxième évaporateur est à l'intérieur d'une petite chambre froide, et cette fois, à l'aide des régulateurs qui sont en façade, on arrive à atteindre une consigne fixée. La partie régulation avec l'afficheur Carel PW Pro, afficheur déporté, qui permet d'avoir une interface confortable pour nous permettre de faire un tracé de cycle notamment. Sur la droite de cet afficheur déporté, vous apercevez deux interrupteurs qui permettent de mettre en route l'évaporateur extérieur et celui de la chambre froide avec les régulateurs associés. L'autre partie sur laquelle on peut intervenir sur la régulation, c'est le petit régulateur PLD, mais qui pour le coup est vraiment très petit et pas forcément très pratique dans les séries de TP. On aperçoit ici tout simplement la ligne de départ liquide et la tuyauterie d'aspiration, ainsi qu'une soupape de sécurité repérée 13, ainsi que des vannes d'arrêt et autres capteurs. Sur la gauche, deux soupapes de sécurité, et ici les manomètres basse pression et moyenne pression. Alors sur l'arrière, rien de bien mystérieux, donc l'arrière du gaz couleur, avec une sonde fixée sur la carrosserie, et puis évidemment ce que l'on va juste apercevoir, ce sont les détendeurs, donc ce composant rouge ici, un détendeur électronique pour un évapo et le deuxième pour celui qui est dans la chambre froide. Voilà pour le tour du propriétaire, comme on dit, donc une partie gauche avec la chambre froide et l'écran pour les relever, et puis la partie droite plutôt la partie froid et composants frigorifiques, ainsi que la régulation. Je vous propose donc de regarder ce schéma frigorifique un peu plus précisément, et puis dans une vidéo à venir, nous utiliserons tout simplement le sujet de TP des élèves de Terminal Bac Pro pour faire un tracé de cycle. Alors entrons dans le vif du sujet, mais je me permets avant de démarrer un petit rappel sur les particularités du CO2. Tout d'abord le point critique. Le point critique est à 73,8 bars absolus et 31 degrés. C'est surtout les 31 degrés qui nous intéressent. Alors le point critique, c'est un point donc à partir duquel ou auquel la densité de la vapeur est égale à celle du liquide. Et dans cette zone, il n'y a plus de relation pression-température. En comparaison, le point critique du R32 est à 78,4 degrés, donc ce sont des valeurs qui sont difficilement atteignables, contrairement au CO2 où sur la partie condensation, on atteint très facilement les 31 degrés. Alors, autre particularité, c'est le point triple qui est à 5,2 bars absolus et moins 56,6 degrés. Ce sont des conditions dans lesquelles les états solides, liquides et gazeux coexistent en équilibre.
Ça signifie tout simplement que si vous êtes en dessous de ces 5,2 bars, le fluide frigorigène de l'installation peut être solide. Lors de la charge d'une installation, il faut commencer par faire une charge en vapeur au-dessus de ces 5,2 bars et ensuite on peut charger en liquide. En dessous de cette valeur, il y a donc un risque d'obturation des conduites. La température de sublimation, donc sous pression atmosphérique, est quand même de moins 78 degrés. Alors voilà un diagramme enthalpique transcritique. Vous voyez que la partie supérieure est au-dessus de la cloche. L'AHP peut atteindre les 120 bars. Et l'on est dans cette situation à partir d'une température extérieure d'environ 28 degrés. En observant le diagramme enthalpique, on se rend compte que dans cette zone transcritique, il n'y a plus de relation pression-température et donc plus de condensation. Cette fois en mode subcritique, le CO2 se comporte comme un fluide frigorigène classique. On retrouve donc une zone de condensation classique, la détente, l'évaporation et la compression. C'est ce type de diagramme en subcritique que nous allons tracer dans une vidéo future. Quoi qu'il en soit, la particularité vient du fait qu'il y a 3 zones de pression différentes par rapport à un cycle classique. Il y a donc une pression HP au niveau du gaz couleur, une moyenne pression dans le receveur ou bouteille intermédiaire, et évidemment la basse pression sur les évapos. Enfin, pour terminer cette introduction, je vous propose juste de comparer un cycle R134A avec un cycle du R744, avec une température d'évaporation similaire. Au 134A, on voit qu'on est à 47 degrés et 11 bars lorsque l'ambiance est à 32 degrés. Et pour une même température ambiante, la HP sur du R744 serait à 83 bars, avec cette fois un delta T de 3 au lieu d'un delta T de 15 approximativement sur le R134A. Allons-y pour un premier schéma de principe dans lequel on a une partie supérieure avec le compresseur, gaz couleur et bouteille intermédiaire, et la partie inférieure sous le trait noir dans laquelle on retrouve les évaporateurs ainsi que les détendeurs électroniques. Alors commençons par le compresseur. Le compresseur, donc c'est un compresseur rotatif évidemment dédié au CO2 qui n'a rien de particulier mais qui est équipé de sa bouteille anti-coups de liquide. Sur le premier schéma de principe que l'on a sous les yeux, la bouteille anti-coups de liquide n'est pas représentée. Sur la droite de ce compresseur se trouve une vanne bypass. Alors cette vanne permet d'équilibrer en fait la BP et la HP, en tout cas aspiration et refoulement du compresseur, et donc permet au compresseur de démarrer à vide sans couple mécanique. C'est spécifique à ce compresseur rotatif, et une fois que le compresseur est lancé, l'électrovanne se coupe. Passons maintenant au gaz couleur. Alors le gaz couleur, on l'a vu en mode subcritique, il a une fonction de condenseur, et en mode transcritique, une fonction de refroidisseur de gaz. Alors encore une fois, pour quelle raison et dans quel cas on se trouve en subcritique ou en transcritique? Eh bien lorsque la température extérieure est d'environ 25 degrés, nous sommes sur la limite haute de la zone subcritique. Au-delà de ces 25 degrés extérieurs et ce jusqu'à 28 degrés extérieurs approximativement, nous sommes dans une zone intermédiaire. Et évidemment, au-delà des 28, on arrive dans la zone transcritique. Cette régulation étant donc gérée par des sondes de température extérieure, sondes de température sortie gaz couleur, de la variation de vitesse sur le ventilateur du gaz couleur et évidemment la vanne HPV. Alors vous avez pu le lire juste avant, mais effectivement je reviens dessus, c'est bien la régulation qui fait le travail, ça vous en doutiez, mais en mode transcritique, à une température extérieure donnée, correspond un COP maxi. Vous voyez que pour ma pression HP, les traits en vert, eh bien j'ai un COP de 2,3, si j'ai une HP un peu plus haute, il baisse, si j'ai une HP plus basse, il descend.
Vous avez donc 3 zones de régulation. La zone du point D au point C qui est la zone de régulation subcritique où on gère un sous-refroidissement de 3. La zone au-dessus du point B transcritique où on va suivre une droite de régulation. Et entre les deux, la zone intermédiaire où la régulation, on va dire, fait ce qu'elle peut pour assurer une transition douce entre le subcritique et le transcritique. Alors un exemple avec une température extérieure de 13 degrés, donc en mode subcritique. S'il fait 13 degrés, la régulation va nous gérer une température sortie gaz couleur de 13 plus 3 Kelvin, c'est-à-dire un pincement de 3. On obtiendra donc une température de sortie gaz couleur de 16 degrés. Et ensuite, à partir des 16 degrés, c'est la vanne HPV qui va nous donner une consigne de pression pour que l'on ait un sous-refroidissement de 3 Kelvin. C'est-à-dire 16 plus 3 donneront une température de condensation de 19 degrés. Et pour le coup, donc, une consigne de pression de condensation qui correspond à 55 bars. Il y a une relation pression-température. Alors jusqu'à présent, nous étions donc en haute pression. On arrive maintenant sur le réservoir ou receveur ou bouteille intermédiaire, donc en orange sur le dessin, donc en moyenne pression. Et la pression est maintenue donc à 38 bars sur notre installation par la vanne RPRV, R comme receveur. Notez simplement que cette vanne est fermée lorsque le compresseur est à l'arrêt et que, en fonctionnement, elle dégaze à l'aspiration du compresseur. Et qu'évidemment, nous sommes en moyenne pression jusqu'à l'entrée des détendeurs des évaporateurs. En subcritique, le receveur a donc un rôle classique de réservoir, alors qu'en transcritique, c'est là où le fluide frigorigène va se condenser grâce à la chute de pression, générée par la vanne RPRV. Voilà maintenant le schéma réel de l'installation. Je l'ai refait informatiquement, puisqu'il n'y a pas eu moyen de le récupérer auprès de l'entreprise qui nous a fait cette machine. Donc service après-vente discutable. Alors je ne vous redétaille pas l'ensemble, hein, évidemment, compresseur, gaz couleur, les deux vannes HPV et RPRV, le receveur, les deux évapos. Je vous laisse le soin de faire pause et on va juste regarder en photo rapidement les principaux composants. Alors le compresseur avec sa bouteille anti-coup de liquide, la vanne bypass du compresseur, maintenant le pressostat de sécurité HP de marque Alco, le gaz couleur et son ventilateur, la fameuse vanne HPV. Après cette vanne HPV, on arrive évidemment sur le receveur et peut-être que là, on va pouvoir s'attarder quelques secondes pour identifier les composants et en tout cas le sens de circulation du fluide. Le composant numéro 10, c'est la vanne RPRV, la flèche jaune qui descend donc, qui dégaze sur l'aspiration, aspiration qui traverse le receveur pour aller jusqu'à la bouteille anti-coup de liquide. Enfin, la flèche rouge horizontale vous permet d'identifier le départ liquide. Ici, on aperçoit les lignes d'aspiration et départ liquide. Et enfin, pour terminer, les deux détendeurs électroniques qui sont gérés par des régulateurs Carel MPX Pro. Et les détendeurs alimentent nos deux évaporateurs. J'enchaînerai donc sur une vidéo avec des relevés de paramètres et un tracé de cycle.